Aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur de qualité ovocytaire, il n'y a pas de marqueur de fertilité, ce qui signifie qu'on va avoir uniquement des marqueurs quantitatifs. C'est-à-dire qu'on va aller regarder dans les ovaires combien d'ovules potentiellement on peut avoir et à la prise de sang, faire un dosage d'hormones antimüllériennes qui va finalement être un reflet de la réserve ovarienne. Le topo. La santé des femmes, entre 2 consultes et 3 cafés. Bonjour Jonas, bonjour tout le monde. Donc pour ce nouvel épisode, je suis très content de t'accueillir. Donc docteur Jonas Benguigui, tu es, je le rappelle, un ancien praticien de l'hôpital Antoine Béclair et tu travailles aujourd'hui à l'hôpital américain. Tu es spécialiste de la médecine de la reproduction, tu as été étudié outre-Atlantique également à Montréal, puis tu es revenu travailler ici puisque la France te manquait. Donc je suis très content qu'on puisse échanger aujourd'hui autour d'une thématique qui est vraiment importante et on a l'impression, je ne sais pas si c'est autour de nous, mais on a de plus en plus de patientes qui souffrent d'insuffisance ovarienne prématurée ou précoce. Et donc j'ai plein de questions à te poser autour de cette thématique, puisque tu le sais, c'est pas au départ ma spécialité. Donc une question d'abord très simple, c'est quoi, comment est-ce qu'on définit l'insuffisance ovarienne prématurée aujourd'hui ? En pratique, l'insuffisance ovarienne précoce ou prématurée répond à une définition assez simple. C'est un hypogonadisme hypergonadotrope, c'est-à-dire que les ovaires vont cesser de fonctionner normalement. Ils vont arrêter leurs 2 fonctions principales, à savoir la fonction d'ovulation et la fonction de sécrétion d'œstrogène, donc de façon cyclique comme aurait eu une patiente lambda. Et du coup, on dit précoce ou prématuré, j'imagine c'est en rapport avec la ménopause. Comment est-ce qu'on fait le lien entre les deux ? Est-ce qu'il y a un âge à partir duquel on parle de ménopause précoce ou on parle plutôt d'insuffisance ovarienne précoce ? Comment est-ce que dans tous ces langages on s'y retrouve ? Ménopause, le mot de ménopause va introduire un caractère définitif à cet état-là, donc c'est extrêmement péjoratif. Historiquement, on a toujours dit que la ménopause prématurée, la ménopause précoce, c'était une absence de règles pendant plus d'1 an chez une patiente de moins de 40 ans. Donc ça répondait à la définition classique de la ménopause, c'est juste que ça arrivait avant l'âge de 40 ans. Et donc finalement, ce caractère de ménopause, c'est vraiment un caractère définitif, donc très difficile à encaisser pour une jeune femme parfois de 32 ans. Donc on va plutôt parler d'insuffisance ovarienne précoce et effectivement, l'évolution de l'histoire nous dira si effectivement on se dirige plutôt vers une ménopause prématurée ou alors précoce. D'accord, donc c'est pour les critères aujourd'hui diagnostiques, pour diagnostiquer en fait une insuffisance ovarienne précoce. Si je reprends, c'est bien 12 mois d'aménorrhée chez une patiente potentiellement avant 40 ans ? En fait, la définition va répondre à des critères qui sont beaucoup plus précis que ça. C'est-à-dire qu'on va le voir arriver, c'est pas d'emblée une patiente qui va être en aménorrhée totale, donc une absence totale de règles. Les critères diagnostiques aujourd'hui de l'insuffisance ovarienne précoce, c'est des critères simples. C'est un critère clinique, c'est-à-dire l'absence ou la diminution des cycles. On parle de l'absence de règles pendant au moins 4 mois, associé à un critère biologique qui est un taux de FSH, donc Follicle Stimulating Hormone. C'est la FSH, c'est l'hormone qui va être synthétisée par l'hypophyse. On sait que plus les ovaires vont être un petit peu fatigués, leur fonction va être diminuée, plus l'hypophyse va vouloir essayer de réveiller l'ovaire et donc va booster ces hormones. Et donc, on va avoir des taux de FSH élevés. C'est pour ça que si on fait un dosage chez une femme ménopausée classique, on va avoir des FSH qui vont être très élevés. Et donc, dans l'insuffisance ovarienne précoce ou prématurée, ce taux de FSH doit être supérieur à 25 et on a pour habitude de répéter le dosage à au moins 4 semaines. Donc, finalement, un critère clinique, la diminution des cycles, alors, au moins pas de règles pendant au moins 4 mois, chez une femme de moins de 40 ans, effectivement associé à des dosages de FSH élevés au-delà de 25, à 2 reprises à au moins 4 semaines d'intervalle. Et on dose pas le stradiol ou l'ALH, ça n'a pas d'utilité en tout cas pour le diagnostic ? En pratique, c'est pas exactement dans le critère diagnostic. Le critère diagnostic, il est vraiment dans le dosage de la FSH. En revanche, il est vraiment très courant qu'on fasse un bilan hormonal complet dans lequel effectivement vont s'associer un dosage de LH et de stradiol.
Dans la majorité du temps, quand l'IOP est bien installé, on aura un hypoœstrogénisme. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que l'ovaire va arrêter de sécréter son œstradiol. Mais avant cette phase réelle d'hypoœstrogénisme bien installée, on peut avoir parfois effectivement les irrégularités de cycle Sécrétion un peu résiduelle. associées avec un taux d'œstradiol un peu plus élevé, effectivement. Et donc, c'est là que ça va nous permettre d'adapter en fonction la thérapeutique, en fonction du profil exact établi. Donc c'est très clair, c'est plus clair en tout cas pour la définition, j'ai bien compris. Juste pour avoir une idée, ça représente quelle proportion de patientes ce type de pathologie? Donc, l'IOP, on dit aujourd'hui que ça touche environ, selon les études, entre 2 et 5%. C'est-à-dire que ça peut sembler très peu, mais à la fois, ça semble quand même énorme. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut savoir aussi qu'il y a un vrai imbroglio dans le diagnostic, puisqu'il y a énormément de pathologies qui vont ressembler à l'IOP. Nous, on le voit en médecine de la reproduction, on aura des patientes qui vont aussi avoir des diminutions de la réserve ovarienne. C'est des patientes qui ne vont pas exactement répondre à ces critères. Elles vont avoir des cycles qui vont être un peu plus irréguliers. Elles vont avoir effectivement des taux de FSH un peu élevés, mais pas au-delà de 25. Et finalement, ces patientes-là, on va plutôt les voir en fertilité parce qu'elles vont avoir un profil où finalement l'ovulation ne se faisant pas réellement correctement, on va effectivement avoir des patientes qui vont être en projet de bébé chez qui ça ne va pas venir. Donc nous, ce profil-là de diminution de la réserve ovarienne, c'est assez fréquent. On le voit dans près de 25% de nos patientes. Mais pour ce qui est des critères d'IOP tels qu'on les a établis juste avant, effectivement, on est plutôt de l'ordre de 2 à 5% chez toutes les patientes donc de moins de 40 ans. Mais évidemment, plus on est chez des patientes jeunes, plus la fréquence est vraiment rare. On établit aujourd'hui qu'avant 40 ans, donc c'est de l'ordre de 2%, comme je l'ai dit. Avant 30 ans, c'est plutôt 1 pour 1000. Et avant 20 ans, c'est plutôt 1 pour 10 000. D'accord. Donc c'est quand même plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant quand même. Ça reste quand même un diagnostic relativement rare sur des âges très très jeunes. Donc du coup, pour être sûr de bien comprendre, insuffisance ovarienne précoce, ménopause précoce, on parle de la même chose. C'est un continuum. Ça ressemble effectivement, c'est deux pathologies qui se ressemblent effectivement, avec quelques différences près. Ok, donc c'est très clair et c'est plutôt finalement l'évolution qui va nous donner le diagnostic définitif. Exactement. Sachant que l'insuffisance ovarienne précoce, il y a effectivement différentes formes, à savoir on peut parfois avoir même des formes fluctuantes. On peut se retrouver avec des patientes qui ont une IOP à un certain moment et puis qui vont, on ne sait pas comment, après des fois certains traitements ou des fois juste avec le temps, récupérer des cycles réguliers avec même des dosages hormonaux qui vont être complètement rassurants. Donc la ménopause précoce, ça induit un caractère définitif, que l'IOP induit quand même une possibilité d'évolution dans le temps. C'est très clair. Est-ce qu'on connaît aujourd'hui les facteurs de risque finalement d'avoir une insuffisance ovarienne précoce ou est-ce que ça nous tombe dessus un peu comme ça? Est-ce qu'il y a des choses, je sais pas, on entend beaucoup de choses sur les perturbateurs endocriniens. Est-ce que c'est, on en parle beaucoup parce que c'est la mode ou est-ce qu'en fait il y a des vraies choses démontrées là-dessus? En fait, à la fois oui et non. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, en 2025, l'IOP va rester idiopathique, c'est-à-dire sans cause évidente, dans plus de 80 à 90% des cas. C'est-à-dire que finalement, on ne sait rien, mais avec les recherches actuelles, on avance quand même de mieux en mieux dans les formes diagnostiques. Donc pour répondre à la question, c'est idiopathique dans 80-90% des cas, mais on a quand même retrouvé des causes. Il y a différentes causes. Déjà, quand on interroge les patientes, on va avoir des causes complètement évidentes. Je veux dire, à l'interrogatoire, un exemple de chirurgie pelvienne avec ovariectomie bilatérale va effectivement introduire une ménopause prématurée, il n'y a plus d'ovaire. En revanche, à côté de ça, on va avoir des antécédents de chimiothérapie ou des antécédents de radiothérapie. Quand une chimiothérapie est un peu trop gonadotoxique, effectivement, ça peut induire un état effectivement d'insuffisance ovarienne précoce. Donc ça, c'est pour ce qui sont des formes iatrogènes, avec aussi, on a cité les perturbateurs endocriniens, le tabac. On sait que ce sont des choses aujourd'hui qui vont pouvoir augmenter les risques, effectivement, d'abîmer les ovaires et donc d'introduire cette notion-là d'insuffisance ovarienne précoce. À côté de ça, on a des formes plus connues, des causes plus connues qu'on va rechercher dans le bilan, évidemment, notamment les causes génétiques. C'est-à-dire que lorsqu'on a un diagnostic probable ou certain d'IOP, évidemment, on avance de mieux en mieux dans les causes génétiques, à savoir un karyotype
va effectivement être nécessaire pour éliminer toutes les altérations chromosomiques. Alors, on connaît le célèbre syndrome de Turner, par exemple, mais on va aussi avoir d'autres choses comme la triploïdie X, ou alors, effectivement, on peut aussi avoir des translocations liées au chromosome X, c'est-à-dire un morceau du chromosome X en moins qui va se mettre, par exemple, sur un autre chromosome. Et donc, finalement, ces formes chromosomiques-là doivent être recherchées. Et on a aussi les causes géniques, à savoir le syndrome de l'X fragile, dont la recherche fait partie du bilan initial, où finalement, c'est des prémutations, on parle de maladies à triplés, et donc effectivement, de génération en génération, ça va augmenter le nombre de triplés, et il existe un seuil à partir duquel il y a un risque effectivement d'insuffisance ovarienne précoce. Du coup, donc sur les causes, tu m'as dit iatrogène, important, donc dans les causes à rechercher ou les causes entre guillemets évidentes, les causes génétiques, géniques, on a compris avec le syndrome de l'X fragile, il y a d'autres causes éventuellement? Exactement, on peut aussi avoir retrouvé des causes d'auto-immunité, c'est-à-dire qu'on va avoir des patientes qui vont avoir un terrain d'auto-immunité, à savoir par exemple des lupus, des Crohn, on sait, ou alors des problèmes d'anticorps antithyroïdiens ou même antisurrénaliens. C'est des patientes qui peuvent avoir plus de risques d'avoir effectivement une auto-immunité contre les ovaires et donc d'aller finalement altérer précocement la réserve ovarienne. Et on a d'autres causes, des causes virales, à savoir des virus qui peuvent aussi attaquer ponctuellement les ovaires et donc aller altérer également et entraîner des risques d'IOP. Et du coup, donc on a certaines causes identifiées et il y a un bilan spécifique qui est prévu, il y a des recos sur un bilan à faire quand on fait un diagnostic d'IOP? Bien sûr, donc pour le diagnostic d'IOP, on a parlé donc des dosages de FSH à 4 semaines d'intervalle. Et puis, l'idée va être également d'aller rechercher les causes. Donc, les causes, on va faire un karyotype et on va faire une recherche génétique pour la mutation du X fragile. Ça, c'est les recherches génétiques. On va aussi aller rechercher les causes d'auto-immunité. Donc, on va aller rechercher globalement les anticorps antithyroïdiens et les anticorps antisurrénaliens, anti-21-hydroxylase. Et puis, de principe, on va également aller rechercher à l'échographie, faire un bilan pour aller évaluer justement cette réserve ovarienne à l'échographie. Et puis, on va aller rechercher les complications possibles. Donc, ça peut être tout à fait pertinent. On sait que les œstrogènes vont être importants sur le plan ostéo-articulaire et sur le plan cardiovasculaire. Donc, faire un bilan cardiaque et une ostéodensitométrie, c'est complètement pertinent. Ok, et donc du coup c'est intéressant parce que tu as parlé de l'écho pour le compte folliculaire. On a un certain nombre de patientes qui viennent en consultation qui sont ultra stressées parce que on leur a fait une écho pour une raison X ou Y. On trouve très peu de follicules ou elles ont fait un dosage d'AMH pour se rassurer entre guillemets. Elles reviennent en panique parce qu'elles ont un taux d'AMH effondré. Quelle place on accorde à ces examens réalisés finalement parfois hors contexte et quelle place ils ont dans le cadre de l'insuffisance ovarienne prématurée? Donc là, c'est ce que je vais appeler le syndrome de l'étudiante en médecine globalement, puisque quand effectivement on commence à s'intéresser à la richesse ovarienne, on se dit bah, c'est génial, j'ai qu'à faire un dosage d'hormones antimullériennes ou une échographie pelvienne pour aller voir ce qui se passe dans mes ovaires. Donc le message clé, c'est déjà aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur de qualité ovocitaire, il n'y a pas de marqueur de fertilité, ce qui signifie qu'on va avoir uniquement des marqueurs quantitatifs, c'est-à-dire qu'on va aller regarder dans les ovaires combien d'ovules potentiellement on peut avoir et à la prise de sang, faire un dosage d'hormones antimullériennes qui va finalement être un reflet de la réserve ovarienne. Ces dosages-là et finalement cette échographie-là ne doit pas être une source d'angoisse pour nos patientes, puisqu'on sait qu'on peut avoir une réserve ovarienne globalement faible, mais être complètement fertile. Ça, c'est un message hyper fort. Et en plus, tu as introduit la notion de qualité ovocitaire, dont on ne parle pas beaucoup parce qu'on a des marqueurs, tu l'as très bien dit, quantitatifs, qui ne reflètent pas la qualité. On sait que la qualité ovocitaire à 25 ans, à 30 ans ou à 40 ans, c'est pas la même. Donc, c'est au-delà simplement du compte. C'est quand même un paramètre hyper important à considérer. Donc, l'âge, évidemment, qui reste le principal facteur pronostic pour concevoir, mais surtout, ces marqueurs, ils disent plus finalement ta capacité à répondre à une stimulation ovarienne dans des parcours spécifiques
qu'une capacité réelle à concevoir qu'on pourrait établir que en essayant finalement de concevoir. Exactement. Et donc finalement, ces patientes-là, concrètement, quand elles viennent nous consulter, déjà, on les rassure sur leur future fertilité. Et puis aujourd'hui, comme on sait avec les modifications de la loi de biomédecine, on sait qu'il est possible de faire une préservation ovocytaire entre les âges de 29 et 37 ans de façon élective. Donc il est certain que quand on se retrouve dans ces situations, on fait le maximum pour rassurer les patientes. Et derrière, on peut se voir parfois proposer de la préservation ovocytaire ou alors une surveillance active de la réserve ovarienne. Une fois par an, c'est largement suffisant. Et ça, c'est après discussion complète effectivement avec nos patientes. Et chez les patientes qui sont, que vous allez voir donc en situation d'insuffisance ovarienne prématurée, c'est quoi la place finalement dans le cadre d'un projet de conception? C'est quoi la place de la cryopréservation, si c'est encore possible? Et c'est quoi la place de la prise en charge en PMA chez ces patientes? Parce que du coup, elles ont des faibles réserves ovariennes. Est-ce qu'on leur conseille d'essayer de concevoir spontanément parce qu'elles ont finalement peut-être leur chance? Ou est-ce qu'on les conseille de rentrer plutôt précocement sur des parcours de prise en charge active de FIV, etc.? Donc effectivement, bon, il y a deux questions. Pour ce qui est de la préservation ovocytaire, une fois que l'IOP est vraiment diagnostiqué, alors ça dépendra effectivement. On peut évaluer la réserve ovarienne, comme je le disais, par échographie. Souvent, l'hormone antimullérienne va être vraiment basse. Et donc à l'échographie, on va regarder combien de follicules on peut avoir. La préservation ovocytaire, honnêtement, aujourd'hui, à partir du moment où on accorde, la loi autorise une préservation ovocytaire, c'est sûr qu'il faut la proposer aux patientes. Est-ce que c'est pertinent? Ça va dépendre surtout de leur âge. C'est-à-dire, c'est sûr qu'une IOP à 37 ans ou 39 ans, c'est pas pareil qu'une IOP à l'âge de 20 ans. D'accord? J'aime établir avec les patientes une métaphore qui est un petit peu dégradante, mais qui va vraiment permettre de comprendre vraiment parfaitement bien l'IOP. Et en fonction de l'âge, il faut imaginer une plaquette d'œufs finalement. Quand on est jeune, théoriquement, on a des œufs qui sont frais entre guillemets. On va avoir une plaquette de 30 œufs. Et finalement, avec le temps, cette plaquette elle va s'appauvrir et les œufs vont un petit peu s'abîmer. Et donc finalement, quand on a une IOP, quand on est jeune, globalement, on s'accorde à dire que effectivement, quantitativement, on va avoir une petite plaquette d'œufs, mais les œufs sont encore frais. Et donc ces œufs-là, on peut justement essayer de les préserver, mais statistiquement, effectivement, ça dépendra de l'âge. On s'accorde à dire qu'on aime bien avoir une quinzaine d'ovules préservés chez les patientes globalement autour de 30 ans. 30 ans ou moins, ou entre 30 et 35 ans, une quinzaine d'ovocytes, c'est à peu près notre objectif. Si à l'évaluation de la réserve ovarienne, on retrouve 1 ou 2 follicules, je vous laisse imaginer, je vous laisse faire le calcul, il va falloir faire énormément de stimulation ovarienne pour pouvoir récupérer les ovules. Donc finalement, c'est une question de balance bénéfice-risque. Donc la préservation ovocytaire, nous les médecins, on va essayer de leur dire que oui, elles peuvent y avoir accès. Oui, c'est faisable. Maintenant, est-ce qu'elles sont prêtes à subir plusieurs stimulations ovariennes? Est-ce qu'elles sont prêtes à avoir plusieurs ponctions sous anesthésie locale ou générale? Ça, c'est à rediscuter. Donc ça, c'est pour ce qui est de la préservation ovocytaire. À côté de ça, la place de la PMA, la place de effectivement la fécondation in vitro. Et bien finalement, on reprend exactement la même métaphore, c'est-à-dire que ça dépendra de l'âge de la patiente, mais effectivement, on est d'accord pour dire que si elles ont, admettons, 35 ans et qu'elles sont en IOP, que d'aller faire une fécondation in vitro ne va pas régler le problème de qualité ovocytaire et va à peine régler le problème de quantité. On ne peut stimuler que ce qui est stimulable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas créer des ovules lorsqu'on fait une stimulation ovarienne. On ne va pas créer des follicules. C'est les follicules qu'on va stimuler globalement. On va juste permettre de augmenter les chances de peut-être récupérer l'ovule dans le follicule. Mais ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la place de la PMA dans une IOP bien installée, après avoir toujours rappelé à la patiente les chances de grossesse spontanée, et ça c'est hyper important, après échec de plusieurs mois ou plusieurs années selon les patientes, la place de la PMA c'est effectivement le don d'ovocytes. C'est-à-dire que si on n'a pas suffisamment d'ovocytes ou pas d'ovocytes de bonne qualité, effectivement, on va se diriger vers des ovocytes d'une donneuse qui seront fécondés par le sperme du conjoint ou le sperme d'un donneur si la patiente était célibataire, afin d'obtenir un embryon au laboratoire. Et cet embryon va être transféré dans l'utérus de notre patiente parce que c'est une pathologie finalement des ovaires, mais pas une pathologie de l'utérus. Ok, donc c'est patiente, peu d'ovocytes. Si elles sont jeunes, plutôt de la qualité, pourquoi pas se poser la question s'il y en a assez d'une prise en charge active en FIV, s'il y a un désir de grossesse ou une préservation pour préserver ces quelques ovocytes de qualité. Si par contre on est un petit peu plus tard,
soit essayer une grossesse spontanée qui est toujours possible puisqu'elles ont des ovocytes de qualité et des utérus qui ne sont pas pathologiques. Et sinon, le parcours en ovocytes qui sont des parcours toujours bien sûr très difficiles. Mais en tout cas, c'est comme ça qu'on peut les conseiller très simplement pour nous, les cliniciens, en tout cas les référer peut-être assez rapidement vers des centres. Il y a des centres qui prennent en charge spécifiquement ces pathologies d'ailleurs, ou alors est-ce que il y a des centres de référence en IOP? Oui, oui, tout à fait. En pratique, n'importe quel médecin un peu aguerri en médecine de la reproduction doit être capable de pouvoir déjà de réaliser le diagnostic, de réaliser le bilan de première intention et en fonction référer effectivement à des centres de référence qu'on va retrouver globalement dans les grandes villes. Donc oui, oui, tout à fait, il y a des centres de référence. Et comment est-ce qu'on annonce ça à une patiente? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on annonce à une patiente, vous avez une insuffisance ovarienne prématurée? C'est quelque chose d'assez dur en fait à entendre pour les patients. La fertilité, c'est quand même pour beaucoup de femmes, en tout cas pas pour toutes, mais pour beaucoup, c'est un enjeu important dans leur vie. Comment est-ce qu'on annonce à une patiente ce genre de diagnostic? C'est une annonce d'une pathologie grave finalement. C'est-à-dire que lorsque toi, par exemple, quand tu dois annoncer malheureusement un cancer à une patiente, globalement, l'idée, c'est de lui annoncer à un moment où on a déjà une idée derrière la tête, une idée thérapeutique à lui proposer. Et finalement, lorsqu'on a ces annonces-là en consultation, c'est une consultation qui va prendre du temps, surtout pas une consultation quand on est pressé entre deux patientes ou dans le couloir. C'est un temps dédié effectivement avec une stratégie thérapeutique à proposer immédiatement à la patiente ou au couple pour pouvoir justement éviter que la patiente sombre malheureusement dans un état de dépression parce qu'effectivement, c'est extrêmement compliqué d'annoncer à une patiente que ses ovaires ne fonctionnent plus et qu'en plus de ça, ça va être très compliqué pour obtenir une grossesse. Donc finalement, la stratégie qu'on va pouvoir lui proposer, moi souvent j'ai des patientes jeunes, je vais souvent insister très fort sur la fertilité, toujours en leur rappelant qu'il est possible de tomber enceinte. Là, j'ai accouché une patiente il y a 2 3 semaines de ça, une patiente qui était en IOP, en tout cas, qui était en aménorrhée depuis 2 ans à l'âge de 31 ans, très compliqué, et finalement qui a eu un jour la bonne idée de faire un test de grossesse il y a environ 6 mois de grossesse, il y a environ 6 mois de ça. Et finalement, cette patiente-là, je l'ai accouchée il y a 2 semaines. Donc, c'est une patiente qui n'y croyait plus. Tout le monde lui avait dit qu'elle ne tomberait jamais enceinte. C'était une bêtise, puisque finalement, elle est tombée enceinte. Donc, finalement, leur rappeler à ces patientes qu'une possibilité de tomber enceinte naturellement, c'est possible. Deuxièmement, proposer d'emblée, effectivement, des thérapeutiques possibles, à savoir, c'est des patientes qui vont être en aménorrhée, donc elles vont se sentir ménopausées, c'est extrêmement désagréable. Donc, on va effectivement souvent leur proposer des thérapeutiques comme des traitements hormonaux substitutifs ou même une pilule œstroprogestative dans laquelle elles vont bénéficier d'hémorragie de privation, ce qui fait que ces patientes-là de 20 30 ans vont pouvoir avoir des cycles tous les mois. C'était ma question justement. Est-ce qu'il y a un traitement systématique à proposer ou c'est uniquement chez celles qui sont symptomatiques? Alors, compte tenu des conséquences possibles, comme on les a citées tout à l'heure, les conséquences notamment cardiovasculaires et ostéo-articulaires, effectivement, le risque d'ostéopénie est très important et le risque cardiovasculaire est important. Et je le rappelle que la maladie cardiovasculaire, c'est une des premières causes de mortalité féminine, en tout cas en France et même à l'échelle mondiale. Donc finalement, ces patientes-là, les œstrogènes qui sont sécrétés par les ovaires sont très importants et sont importants sur le cœur globalement, sur les os, mais sur plein d'autres choses. Et finalement, il va falloir leur proposer une œstrogénothérapie substitutive, soit à travers une pilule, soit à travers de l'œstrogène du 17-bêta-estradiol qu'on va leur donner régulièrement. Comme on le Une sait, pilule classique. une pilule classique. Il y a des patientes qui vont avoir parfois un état d'hyperœstrogénisme un petit peu avant l'état d'hypoœstrogénie définitive. Donc finalement, ces patientes-là, on va leur proposer volontiers de la progestérone en deuxième partie de cycle, généralement, enfin en tout cas 15 jours dans le mois, à but de protéger l'utérus. Je rappelle que trop d'œstrogène, c'est pas bon pour l'utérus, donc on leur rajoute un peu de progestérone. Et chez les patientes qui ont effectivement une hypoœstrogénie, on va leur apporter des œstrogènes soit par patch par exemple ou par comprimé quand elles sont jeunes, soit par une pilule, effectivement, à but de protection cardiovasculaire et de protection osseuse. Et il y a des... Donc très concrètement, hein, moi si je diagnostique une IOP, un réflexe simple, c'est de prescrire déjà celles qui sont en tout cas a priori en hypoœstrogénie clinique, je leur prescris une contraception œstroprogestative standard qui va permettre d'avoir une hémorragie de privation et qui va permettre d'avoir tous les bénéfices en fait associés à la sécrétion, enfin à l'œstrogène
apportées par la thérapeutique. Tout à fait et puis, d'autant plus qu'il y a des patientes peut-être que ça les intéresse pas d'être enceintes à l'âge de 23 ans et donc ça apportera aussi, c'est important de le rappeler, on peut être en IOP et ovuler quand même de temps à autre et donc leur prescrire une contraception œstroprogestative aura un double avantage. L'avantage de la contraception et l'avantage, d'apporter les œstrogènes. C'est des patientes qui vont manquer souvent d'œstrogènes, donc elles vont avoir tous les symptômes effectivement de la ménopause, à savoir les syndromes climatériques, c'est-à-dire les bouffées de chaleur, les sueurs nocturnes, les sécheresses vaginales, l'irritabilité, etc. J'en passe, il y a une quarantaine de symptômes. Donc, c'est des patientes qu'on va pouvoir améliorer sur le plan de la qualité de la vie. Et il y a d'autres. Moi, je bosse beaucoup dans l'endométriose, donc on sait que les soins de support ont pris une place importante dans la prise en charge. Est-ce qu'il y a d'autres professionnels qui peuvent être utiles dans la prise en charge de ces patients? Je sais pas moi, des psychologues, sexologues, kinés. Est-ce qu'il y a il y a des associations de patients peut-être spécifiques? Il y a des choses particulières qu'on peut recommander aux patientes? Bien sûr, je pense qu'en 2025, cette notion de prise en charge intégrative ou holistique, elle est essentielle. Et ça, je pense, dans toutes les pathologies. Donc, effectivement, l'IOP, c'est une pathologie qui est au carrefour entre les gynécologues de la fertilité, les endocrinologues. Et effectivement, derrière, il y a tous des soins de support, à savoir des prises en charge avec psychologue, sexologue. Il faut savoir que c'est une atteinte de l'image de soi-même, de se dire j'ai 25 ans, je suis ménopausée, j'ai de la sécheresse vaginale, je suis censé prendre du plaisir pendant les relations, mais je ne suis pas capable parce que j'ai ce manque d'œstrogène. Donc, effectivement, on va pouvoir apporter tous ces soins de support-là pour améliorer la qualité de vie de nos patientes. Ok, c'est très clair. Merci pour ces explications. Donc, si je résume, diagnostic d'IOP, patiente en aménorrhée, on va dire au moins 4 mois, ça déclenche un bilan avec notamment un dosage de FSH au-delà de 25, on répète 4 semaines plus tard. Deux questions à se poser. Est-ce que la patiente est symptomatique? Auquel cas, j'ai bien compris qu'il fallait prescrire une thérapeutique avec au moins des œstrogènes pour notamment compenser les risques d'ostéopénie, de défaillance cardiaque, mais aussi les risques neurologiques, etc. Et puis la question de la fertilité pour laquelle il faut tout de suite être capable d'annoncer avec une perspective thérapeutique comme pour un cancer finalement. Exactement, référer en tout cas à un médecin qui va pouvoir d'emblée. Alors, il faut proposer des thérapeutiques, mais aussi il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a 90% quasiment de causes idiopathiques. Donc, idiopathique en 2025, ça sera peut-être pas idiopathique dans cette proportion-là dans 20 ans. Donc, l'importance de référer au centre de référence afin de pouvoir proposer effectivement de plus en plus de recherches, du séquençage génique. Ça leur sera peut-être pas bénéfique pour elles-mêmes, mais ça pourrait être bénéfique peut-être pour leurs enfants. Il y en a un certain nombre qui, heureusement, ont des enfants et donc qui s'inquiètent après pour leurs enfants de savoir s'ils auront ou pas aussi une insuffisance ovarienne prématurée. J'imagine que ça déclenche cette espèce d'anxiété ou peut-être des bilans à répétition anxiogènes. Exactement. Donc, on estime effectivement qu'il y a à peu près 20 à 30% de formes familiales sans qu'on ait pu réellement identifier les gènes en question. Il y a des patients qui vont avoir des diminutions de la réserve ovarienne, qui auront des enfants qui auront des IOP. Donc, effectivement, c'est important de référer pour qu'on puisse améliorer la recherche. Et juste un petit point, ce n'est pas juste chez les patientes symptomatiques qu'on va proposer effectivement une œstrogénothérapie substitutive. C'est simplement les patientes chez qui on suspecte effectivement l'hypoœstrogénisme par les dosages. Ok, bah c'est très clair, merci beaucoup. Merci, j'ai appris plein de choses que j'ignorais sincèrement autour de l'IOP. Donc merci beaucoup pour tes conseils éclairés autour de cette thématique. Avec grand plaisir, à bientôt.